Troisième section. Comme tous les esprits rétrécis, madame Voquer avait l'habitude de ne pas sortir du cercle des événements et de ne pas juger leurs causes. Elle aimait à s'en prendre à autrui de ses propres fautes. Quand cette perte eut lieu, elle considéra l'honnête vermicellier comme le principe de son infortune, et commença dès lors, disait-elle, à se dégriser sur son compte. Lorsqu'elle eut reconnu l'inutilité de ses agaceries et de ses frais de représentation, elle ne tarda pas à en deviner la raison. Elle s'aperçut alors que son pensionnaire avait déjà, selon son expression, ses allures. Enfin il lui fut prouvé que son espoir si mignonnement caressé reposait sur une base chimérique, et qu'elle ne tirerait jamais rien de cet homme-là, suivant le mot énergique de la comtesse, qui paraissait être une connaisseuse. Elle alla nécessairement plus loin en aversion qu'elle n'était allée dans son amitié. Sa haine ne fut pas en raison de son amour, mais de ses espérances trompées. Si le cœur humain trouve des repos en montant les hauteurs de l'affection, il s'arrête rarement sur la pente rapide des sentiments haineux. Mais monsieur Goriot était son pensionnaire. La veuve fut donc obligée de réprimer les explosions de son amour-propre blessé, d'enterrer les soupirs que lui causa cette déception et de dévorer ses désirs de vengeance, comme un moine vexé par son prieur. Les petits esprits satisfont leurs sentiments, bons ou mauvais, par des petitesses incessantes. La veuve employa sa malice de femme à inventer de sourdes persécutions contre sa victime. Elle commença par retrancher les superfluités introduites dans sa pension. Plus de cornichons, plus d'anchois. C'est des Dupris, dit-elle à Sylvie, le matin où elle rentra dans son ancien programme. Monsieur Goriot était un homme frugal, chez qui la parcimonie nécessaire aux gens qui font eux-mêmes leur fortune était dégénérée en habitude. La soupe, le bouilli, un plat de légumes devaient toujours être son dîner de prédilection. Il fut donc bien difficile à madame Voquer de tourmenter son pensionnaire, de qui elle ne pouvait en rien froisser les goûts. Désespérée de rencontrer un homme inattaquable, elle se mit à le déconsidérer et fit ainsi partager son aversion pour Goriot par ses pensionnaires qui, par amusement, servirent ses vengeances. Vers la fin de la première année, la veuve en était venue à un tel degré de méfiance qu'elle se demandait pourquoi ce négociant, riche de 7 à 8 000 livres de rente, qui possédait une argenterie superbe et des bijoux aussi beaux que ceux d'une fille entretenue, demeurait chez elle en lui payant une pension si modique relativement à sa fortune. Pendant la plus grande partie de cette première année, Goriot avait souvent dîné dehors 1 ou 2 fois par semaine. Puis, insensiblement, il en était arrivé à ne plus dîner en ville que 2 fois par mois. Les petites parties fines du sieur Goriot convenaient trop bien aux intérêts de madame Voquer pour qu'elle ne fût pas mécontente de l'exactitude progressive avec laquelle son pensionnaire prenait ses repas chez elle. Ces changements furent attribués autant à une lente diminution de fortune qu'au désir de contrarier son hôtesse. Une des plus détestables habitudes de ces esprits lilliputiens est de supposer leur petitesse chez les autres. Malheureusement, à la fin de la 2e année, monsieur Goriot justifia les bavardages dont il était l'objet, en demandant à madame Voquer de passer au second étage et de réduire sa pension à 900 francs. Il eut besoin d'une si stricte économie qu'il ne fit plus de feu chez lui pendant l'hiver. La veuve Voquer voulut être payée d'avance, à quoi consentit monsieur Goriot, que dès lors elle nomma le père Goriot. Ce fut à qui devinerait les causes de cette décadence. Exploration difficile. Comme l'avait dit la fausse comtesse, le père Goriot était un sournois, un taciturne. Suivant la logique des gens à tête vide, tous indiscrets parce qu'ils n'ont que des riens à dire, ceux qui ne parlent pas de leurs affaires en doivent faire de mauvaises. Ce négociant si distingué devint donc un fripon. Ce galantin fut un vieux drôle. Tantôt, selon Vautrin, qui vint vers cette époque habiter la maison Voquer, le père Goriot était un homme qui allait à la bourse et qui, suivant une expression assez énergique de la langue financière, carottait sur les rentes après s'y être ruiné.
Tantôt c'était un de ces petits joueurs qui vont hasarder et gagner tous les soirs 10 francs au jeu, tantôt on en faisait un espion attaché à la haute police. Mais Vautrin prétendait qu'il n'était pas assez rusé pour en être. Le père Goriot était encore un avare qui prêtait à la petite semaine, un homme qui nourrissait des numéros à la loterie. On en faisait tout ce que le vice, la honte, l'impuissance engendrent de plus mystérieux. Seulement, quelque ignoble que fût sa conduite ou ses vices, l'aversion qu'il inspirait n'allait pas jusqu'à le faire bannir. Il payait sa pension, puis il était utile. Chacun essayait sur lui sa bonne ou mauvaise humeur par des plaisanteries ou par des bourrades. L'opinion qui paraissait plus probable et qui fut généralement adoptée était celle de madame Vauquer. À l'entendre, cet homme si bien conservé, sain comme son œil et avec lequel on pourrait avoir encore beaucoup d'agréments, était un libertin qui avait des goûts étranges. Voici sur quel fait la veuve Vauquer appuyait ses calomnies. Quelques mois après le départ de cette désastreuse comtesse, qui avait su vivre pendant 6 mois à ses dépens, un matin, avant de se lever, elle entendit dans son escalier le froufrou d'une robe de soie et le pas mignon d'une femme jeune et légère qui filait chez Goriot, dont la porte s'était intelligemment ouverte. Aussitôt, la grosse Sylvie vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop jolie pour être honnête, mise comme une divinité, chaussée en brodequin de prunelle qui n'était pas crotté, avait glissé comme une anguille de la rue jusqu'à la cuisine et lui avait demandé l'appartement de monsieur Goriot. madame Vauquer et sa cuisinière se mirent aux écoutes et surprirent plusieurs mots tendrement prononcés pendant la visite qui dura quelque temps. Quand monsieur Goriot reconduisit sa dame, la grosse Sylvie prit aussitôt son panier et feignit d'aller au marché pour suivre le couple amoureux. madame, dit-elle à sa maîtresse en revenant, il faut que monsieur Goriot soit diantrement riche tout de même pour les mettre sur ce pied-là. Figurez-vous qu'il y avait au coin de l'estrapade un superbe équipage dans lequel elle est montée. Pendant le dîner, madame Vauquer alla tirer un rideau pour empêcher que Goriot ne fût incommodé par le soleil dont un rayon lui tombait sur les yeux. Vous êtes aimé des belles, monsieur Goriot. Le soleil vous cherche, dit-elle en faisant allusion à la visite qu'il avait reçue. Peste, vous avez bon goût, elle était bien jolie. C'était ma fille, dit-il avec une sorte d'orgueil dans lequel les pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui garde les apparences. Un mois après cette visite, monsieur Goriot en reçut une autre. Sa fille qui, la première fois, était venue en toilette du matin, vint après le dîner et habillée comme pour aller dans le monde. Les pensionnaires, occupés à causer dans le salon, purent voir en elle une jolie blonde, mince de taille, gracieuse et beaucoup trop distinguée pour être la fille d'un père Goriot. Et de deux, dit la grosse Sylvie qui ne la reconnut pas. Quelques jours après, une autre fille, grande et bien faite, brune, à cheveux noirs et à l'œil vif, demanda monsieur Goriot. Et de trois, dit Sylvie. Cette seconde fille, qui la première fois était aussi venue voir son père le matin, vint quelques jours après, le soir, en toilette de bal et en voiture. Et de quatre, dirent madame Vauquer et la grosse Sylvie, qui ne reconnurent dans cette grande dame aucun vestige de la fille simplement mise le matin où elle fit sa première visite. Goriot payait encore 1200 francs de pension. madame Vauquer trouva tout naturel qu'un homme riche eût 4 ou 5 maîtresses, et le trouva même fort adroit de les faire passer pour ses filles. Elle ne se formalisa point de ce qu'il les mandait dans la maison Vauquer. Seulement, comme ces visites lui expliquaient l'indifférence de son pensionnaire à son égard, elle se permit, au commencement de la 2e année, de l'appeler vieux matou. Enfin, quand son pensionnaire tomba dans les 900 francs, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il comptait faire de sa maison en voyant descendre une de ses dames. Le père Goriot lui répondit que cette dame était sa fille aînée. Vous en avez donc 36 des filles, dit aigrement madame Vauquer. Je n'en ai que 2, répliqua le pensionnaire avec la douceur d'un homme ruiné qui arrive à toutes les docilités de la misère.
Vers la fin de la troisième année, le père Goriot réduisit encore ses dépenses. En montant au troisième étage et en se mettant à 45 francs de pension par mois. Il se passa de tabac, congédia son perruquier et ne mit plus de poudre. Quand le père Goriot parut pour la première fois sans être poudré, son hôtesse laissa échapper une exclamation de surprise en apercevant la couleur de ses cheveux. Ils étaient d'un gris sale et verdâtre. Sa physionomie, que des chagrins secrets avaient insensiblement rendue plus triste de jour en jour, semblait la plus désolée de toutes celles qui garnissaient la table. Il n'y eut alors plus aucun doute. Le père Goriot était un vieux libertin dont les yeux n'avaient été préservés de la maligne influence des remèdes nécessités par ses maladies que par l'habileté d'un médecin. La couleur dégoûtante de ses cheveux provenait de ses excès et des drogues qu'il avait prises pour les continuer. L'état physique et moral du bonhomme donnait raison à ces radotages. Quand son trousseau fut usé, il acheta du calicot à 14 sous l'aune pour remplacer son beau linge. Ses diamants, sa tabatière d'or, sa chaîne, ses bijoux disparurent un à un. Il avait quitté l'habit bleu barbeau, tout son costume cossu, pour porter, été comme hiver, une redingote de drap marron grossier, un gilet en poil de chèvre et un pantalon gris en cuir de laine. Il devint progressivement maigre, ses mollets tombèrent, sa figure bouffie par le contentement d'un bonheur bourgeois se vida démesurément. Son front se plissa, sa mâchoire se dessina. Durant la 4e année de son établissement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus. Le bon vermicelier de 62 ans qui ne paraissait pas en avoir 40, le bourgeois gros et gras, frais de bêtises, dont la tenue aigriarde réjouissait les passants qui avaient quelque chose de jeune dans le sourire, semblait être un septuagénaire hébété, vacillant, blafard. Ses yeux bleus si vivaces prirent des teintes ternes et gris de fer. Ils avaient pâli, ne larmoyaient plus, et leurs bordures rouges semblaient pleurer du sang. Aux uns il faisait horreur, aux autres il faisait pitié. De jeunes étudiants en médecine, ayant remarqué l'abaissement de sa lèvre inférieure et mesuré le sommet de son angle facial, le déclarèrent atteint de crétinisme, après l'avoir longtemps houspillé sans en rien tirer. Un soir, après le dîner, madame Vauquer lui en dit en manière de raillerie: « Eh bien, elles ne viennent donc plus vous voir, vos filles ?» en mettant en doute sa paternité. Le père Goriot tressaillit comme si son hôtesse l'eût piqué avec un fer. « Elles viennent quelquefois, » répondit-il d'une voix émue. « Ah ah, vous les voyez encore quelquefois » s'écrièrent les étudiants. « Bravo, père Goriot !» Mais le vieillard n'entendit pas les plaisanteries que sa réponse lui attirait. Il était retombé dans un état méditatif que ceux qui l'observaient superficiellement prenaient pour un engourdissement sénile dû à son défaut d'intelligence. S'il l'avait bien connu, peut-être aurait-il été vivement intéressé par le problème que présentait sa situation physique et morale. Mais rien n'était plus difficile. Quoiqu'il fût aisé de savoir si Goriot avait réellement été vermicelier et quel était le chiffre de sa fortune, les vieilles gens dont la curiosité s'éveilla sur son compte ne sortaient pas du quartier et vivaient dans la pension comme des huîtres sur un rocher. Quant aux autres personnes, l'entraînement particulier de la vie parisienne leur faisait oublier, en sortant de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, le pauvre vieillard dont ils se moquaient. Pour ces esprits étroits, comme pour ces jeunes gens insouciants, la sèche misère du père Goriot et sa stupide attitude étaient incompatibles avec une fortune et une capacité quelconque. Quant aux femmes qu'il nommait ses filles, chacun partageait l'opinion de madame Vauquer, qui disait, avec la logique sévère que l'habitude de tout supposer donne aux vieilles femmes occupées à bavarder pendant leurs soirées: si le père Goriot avait des filles aussi riches que paraissaient l'être toutes les dames qui sont venues le voir, il ne serait pas dans ma maison au troisième à 45 francs par mois, et n'irait pas vêtu comme un pauvre. Rien ne pouvait démentir ces inductions. Aussi, vers la fin du mois de novembre 1819, époque à laquelle éclata ce drame, chacun dans la pension avait-il des idées arrêtées sur le pauvre vieillard.
Il n'avait jamais eu ni fille ni femme. L'abus des plaisirs en faisait un colimaçon, un mollusque anthropomorphe à classer dans les casquetiférès, disait un employé au muséum, un des habitués à cacher. Poiret était un aigle, un gentleman auprès de Goriot. Poiret parlait, raisonnait, répondait. Il ne disait rien, à la vérité, en parlant, raisonnant ou répondant, car il avait l'habitude de répéter en d'autres termes ce que les autres disaient. Mais il contribuait à la conversation. Il était vivant, il paraissait sensible, tandis que le père Goriot, disait encore l'employé au muséum, était constamment à zéro de réaumur. Quatrième section. Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes gens supérieurs, ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément les qualités des hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que veulent les premiers grades à prendre dans la faculté l'avait laissé libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Un étudiant n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, étudier les issues du labyrinthe parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale. Fouiller les bons et les mauvais endroits, suivre les cours qui amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant se passionne alors pour des niaiseries qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du Collège de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se pose pour la femme des premières galeries de l'opéra-comique. Dans ses initiations successives, il se dépouille de son aubier, agrandit l'horizon de sa vie et finit par concevoir la superposition des couches humaines qui composent la société. S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-Élysées par un beau soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances après avoir été reçu bachelier en lettres et bachelier en droit. Ses illusions d'enfance, ses idées de province avaient disparu. Son intelligence modifiée, son ambition exaltée lui firent voir juste au milieu du manoir paternel, au sein de la famille. Son père, sa mère, ses deux frères, ses deux sœurs et une tante dont la fortune consistait en pension vivaient sur la petite terre de Rastignac. Ce domaine, d'un revenu d'environ 3000 francs, était soumis à l'incertitude qui régit le produit tout industriel de la vigne, et néanmoins il fallait en extraire chaque année 1200 francs pour lui. L'aspect de cette constante détresse qui lui était généreusement cachée, la comparaison qu'il fut forcé d'établir entre ses sœurs, qui lui semblaient si belles dans son enfance, et les femmes de Paris, qui lui avaient réalisé le type d'une beauté rêvée, l'avenir incertain de cette nombreuse famille qui reposait sur lui, la parcimonieuse attention avec laquelle il vit serrer les plus minces productions, la boisson faite pour sa famille avec les mares de pressoir, enfin une foule de circonstances inutiles à consigner ici, décuplèrent son désir de parvenir et lui donnèrent soif des distinctions. Comme il arrive aux âmes grandes, il voulut ne rien devoir qu'à son mérite. Mais son esprit était éminemment méridional. À l'exécution, ses déterminations devaient donc être frappées de ces hésitations qui saisissent les jeunes gens quand ils se trouvent en pleine mer, sans savoir ni de quel côté diriger leurs forces, ni sous quel angle enfler leurs voiles. Si d'abord il voulut se jeter à corps perdu dans le travail, séduit bientôt par la nécessité de se créer des relations, il remarqua combien les femmes ont d'influence sur la vie sociale, et avisa soudain à se lancer dans le monde, afin d'y conquérir des protectrices. Devait-elle manquer à un jeune homme ardent et spirituel, dont l'esprit et l'ardeur étaient rehaussés par une tournure élégante et par une sorte de beauté nerveuse à laquelle les femmes se laissent prendre volontiers? Ces idées l'assaillirent au milieu des champs, pendant les promenades que jadis il faisait gaiement avec ses sœurs qui le trouvèrent bien changé. Sa tante, madame de Marsillac, autrefois présentée à la cour, y avait connu les sommités aristocratiques. Tout à coup, le jeune ambitieux reconnut, dans les souvenirs dont sa tante l'avait si souvent bercé, les éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes
que celle qu'il entreprenait à l'école de droit. Il la questionna sur les liens de parenté qui pouvaient encore se renouer. Après avoir secoué les branches de l'arbre généalogique, la vieille dame estima que, de toutes les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la gent égoïste des parents riches, madame la vicomtesse de Beauséant serait la moins récalcitrante. Elle écrivit à cette jeune femme une lettre dans l'ancien style et la remit à Eugène en lui disant que, s'il réussissait auprès de la vicomtesse, elle lui ferait retrouver ses autres parents. Quelques jours après son arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa tante à madame de Beauséant. La vicomtesse répondit par une invitation de bal pour le lendemain. Telle était la situation générale de la pension bourgeoise à la fin du mois de novembre 1819. Quelques jours plus tard, Eugène, après être allé au bal de madame de Beauséant, rentra vers 2 heures dans la nuit. Afin de regagner le temps perdu, le courageux étudiant s'était promis, en dansant, de travailler jusqu'au matin. Il allait passer la nuit pour la première fois au milieu de ce silencieux quartier, car il s'était mis sous le charme d'une fausse énergie en voyant les splendeurs du monde. Il n'avait pas dîné chez madame Vauquer. Les pensionnaires purent donc croire qu'il ne reviendrait du bal que le lendemain matin au petit jour, comme il était quelquefois rentré des fêtes du Prado ou des bals de l'Odéon, en crottant ses bas de soie et gauchissant ses escarpins. Avant de mettre les verrous à la porte, Christophe l'avait ouverte pour regarder dans la rue. Rastignac se présenta dans ce moment et put monter à sa chambre sans faire de bruit, suivi de Christophe qui en faisait beaucoup. Eugène se déshabilla, se mit en pantoufles, prit une méchante redingote, alluma son feu de motte et se prépara lestement au travail, en sorte que Christophe couvrit encore par le tapage de ses gros souliers les apprêts peu bruyants du jeune homme. Eugène resta pensif pendant quelques moments avant de se plonger dans ses livres de droit. Il venait de reconnaître en madame la vicomtesse de Beauséant l'une des reines de la mode à Paris, et dont la maison passait pour être la plus agréable du faubourg Saint-Germain. Elle était d'ailleurs, et par son nom et par sa fortune, l'une des sommités du monde aristocratique. Grâce à sa tante de Marcillac, le pauvre étudiant avait été bien reçu dans cette maison, sans connaître l'étendue de cette faveur. Être admis dans ces salons dorés équivalait à un brevet de haute noblesse. En se montrant dans cette société, la plus exclusive de toutes, il avait conquis le droit d'aller partout. Ébloui par cette brillante assemblée, ayant à peine échangé quelques paroles avec la vicomtesse, Eugène s'était contenté de distinguer parmi la foule des déités parisiennes qui se pressaient dans ce raout une de ces femmes que doit adorer tout d'abord un jeune homme. La comtesse Anastasie de Restaud, grande et bien faite, passait pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris. Figurez-vous de grands yeux noirs, une main magnifique, un pied bien découpé, du feu dans les mouvements, une femme que le marquis de Roquerolles nommait un cheval de pur sang. Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun avantage. Elle avait les formes pleines et rondes, sans qu'elle pût être accusée de trop d'embonpoint. Cheval de pur sang, femme de race. Ses locutions commençaient à remplacer les anges du ciel, les figures ossianiques, toute l'ancienne mythologie amoureuse repoussée par le dandysme. Mais pour Rastignac, madame Anastasie de Restaud fut la femme désirable. Il s'était ménagé 2 tours dans la liste des cavaliers écrite sur l'éventail, et avait pu lui parler pendant la première contredanse. « Où vous rencontrez désormais, madame ?» lui avait-il dit brusquement avec cette force de passion qui plaît tant aux femmes. « Mais, dit-elle, au bois, au Bouffon, chez moi, partout. » Et l'aventureux méridional s'était empressé de se lier avec cette délicieuse comtesse, autant qu'un jeune homme peut se lier avec une femme pendant une contredanse et une valse. En se disant cousin de madame de Beauséant, il fut invité par cette femme qu'il prit pour une grande dame et eut ses entrées chez elle. Au dernier sourire qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa visite nécessaire.
il avait eu le bonheur de rencontrer un homme qui ne s'était pas moqué de son ignorance, défaut mortel au milieu des illustres impertinents de l'époque, les Maulincour, les Roquerolles, les Maxime de Trailles, les de Marsay, les Ajuda Binto, les Vandenesse, qui étaient là dans la gloire de leur fatuité et mêlés aux femmes les plus élégantes, lady Grandon, la duchesse de Langeais, la comtesse de Kergarouët, madame de Sérizy, la duchesse de Carigliano, la comtesse Ferraud, madame de Lanty, la marquise d'Aiglemont, madame Firmiani, la marquise de Listomère et la marquise d'Espard, la duchesse de Maufrigneuse et les Grandlieu. Heureusement donc le naïf étudiant tomba sur le marquis de Montriveau, l'amant de la duchesse de Langeais, un général simple comme un enfant qui lui apprit que la comtesse de Restaud demeurait rue du Helder. Être jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une femme et voir s'ouvrir pour soi deux maisons, mettre le pied au faubourg Saint-Germain chez la vicomtesse de Beauséant, le genou dans la chaussée d'Antin chez la comtesse de Restaud, plonger d'un regard dans les salons de Paris en enfilade et se croire assez joli garçon pour y trouver aide et protection dans un cœur de femme, se sentir assez ambitieux pour donner un superbe coup de pied à la corde roide sur laquelle il faut marcher avec l'assurance du sauteur qui ne tombera pas, et avoir trouvé dans une charmante femme le meilleur des balanciers. Avec ces pensées et devant cette femme qui se dressait sublime auprès d'un feu de motte, entre le code et la misère, qui n'aurait comme Eugène sondé l'avenir par une méditation, qui ne l'aurait meublé de succès? Sa pensée vagabonde escomptait si drûment ses joies futures qu'il se croyait auprès de madame de Restaud, quand un soupir semblable à un ban de Saint-Joseph troubla le silence de la nuit, retentit au cœur du jeune homme de manière à le lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement la porte, et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot. Eugène craignit que son voisin ne se trouvât indisposé. Il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre et vit le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu'il ne crût pas rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicelier. Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d'une table renversée un plat et une espèce de soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ces objets richement sculptés, en les serrant avec une si grande force qu'il les tordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. Peste, quel homme! Se dit Rastignac, en voyant le bras nerveux du vieillard qui, à l'aide de cette corde, pétrissait sans bruit l'argent doré, comme une pâte. Mais serait-ce donc un voleur ou un receleur qui, pour se livrer plus sûrement à son commerce, affecterait la bêtise, l'impuissance et vivrait en mendiant? Se dit Eugène en se relevant un moment. L'étudiant appliqua de nouveau son œil à la serrure. Le père Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la masse d'argent, la mit sur la table, après y avoir étendu sa couverture, et l'y roula pour l'arrondir en barre, opération dont il s'acquitta avec une facilité merveilleuse. Il serait donc aussi fort que l'était Auguste, roi de Pologne? Se dit Eugène quand la barre ronde fut à peu près façonnée. Le père Goriot regarda tristement son ouvrage. Des larmes sortirent de ses yeux. Il souffla le ras de cave à la lueur duquel il avait tordu ce vermeil, et Eugène l'entendit se coucher en poussant un soupir. Il est fou, pensa l'étudiant. Pauvre enfant, dit à haute voix le père Goriot. À cette parole, Rastignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin. Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer, et qui devait être produit par des hommes en chaussons de lisière montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans avoir entendu ni le cri de la porte ni les pas des hommes,
il vit tout à coup une faible lueur au second étage, chez monsieur Vautrin. Voilà bien des mystères dans une pension bourgeoise, se dit-il. Il descendit quelques marches, se mit à écouter, et le son de l'or frappa son oreille. Bientôt, la lumière fut éteinte. Les deux respirations se firent entendre derechef, sans que la porte eût crié. Puis, à mesure que les deux hommes descendirent, le bruit alla s'affaiblissant. Qui va là? Cria madame Vauquer en ouvrant la fenêtre de sa chambre. C'est moi qui rentre, maman Vauquer, dit Vautrin de sa grosse voix. C'est singulier. Christophe avait mis le verrou, se dit Eugène en rentrant dans sa chambre. Il faut veiller pour bien savoir ce qui se passe autour de soi dans Paris. Détourné par ces petits événements de sa méditation ambitieusement amoureuse, il se mit au travail. Distrait par les soupçons qui lui venaient sur le compte du père Goriot, plus distrait encore par la figure de madame de Restaud, qui de moment en moment se posait devant lui comme la messagère d'une brillante destinée, il finit par se coucher et par dormir à poings fermés. Sur 10 nuits promises au travail par les jeunes gens, ils en donnent 7 au sommeil. Il faut avoir plus de 20 ans pour veiller. Le lendemain matin régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés par le temps. Les rendez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit à 8 heures quand midi sonne. Il était 9h30, madame Vauquer n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient tranquillement leur café, préparé avec les couches supérieures du lait destiné aux pensionnaires, et que Sylvie faisait longtemps bouillir afin que madame Vauquer ne s'aperçût pas de cette dîme, illégalement levée. Sylvie, dit Christophe en mouillant sa première rôtie, monsieur Vautrin, qui est un bonhomme tout de même, a encore vu 2 personnes cette nuit. Si madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose? Il m'a donné 100 sous pour son mois. Une manière de me dire tais-toi. Sauf lui et madame Couture, qui ne sont pas regardants, les autres voudraient nous retirer de la main gauche ce qu'ils nous donnent de la main droite au jour de l'an, dit Sylvie. Encore, qu'est-ce qu'il donne? Fit Christophe. Une méchante pièce et 200 sous. Voilà depuis 2 ans le père Goriot qui fait ses souliers lui-même. Ce grigou de Poiret se passe de cirage et le boirait plutôt que de le mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me donne 40 sous. 40 sous ne payent pas mes brosses, et il vend ses vieux habits par-dessus le marché. Qu'est baraque? Bah, fit Sylvie en buvant de petites gorgées de café. Nos places sont encore les meilleures du quartier, on y vit bien. Mais, à propos de gros papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit quelque chose? Oui, j'ai rencontré il y a quelques jours un monsieur dans la rue qui m'a dit: N'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint? Moi j'ai dit: Non, monsieur, il ne les teint pas. Un homme gai comme lui, il n'en a pas le temps. J'ai donc dit ça à monsieur Vautrin, qui m'a répondu: Tu as bien fait, mon garçon. Réponds toujours comme ça. Rien n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmités. Ça peut faire manquer des mariages. Eh bien, à moi au marché, on a voulu m'englauder aussi pour me faire dire si je lui voyais passer sa chemise. C'te farce. Tiens, dit-elle en s'interrompant, voilà 10h15 moins qui sonnent au Val-de-Grâce, et personne ne bouge. Ah bah, ils sont tous sortis. Madame Couture et sa jeune personne sont allés manger le bon Dieu à Saint-Étienne dès 8 heures. Le père Goriot est sorti avec un paquet. L'étudiant ne reviendra qu'après son cours à 10 heures. Je les ai vus partir en faisant mes escaliers. Que le père Goriot m'a donné un coup avec ce qu'il portait qui était dur comme du fer. Qu'est-ce qui fait donc, ce bonhomme-là? Les autres le font aller comme une toupie, mais c'est un brave homme tout de même, et qui vaut mieux que tous. Il ne donne pas grand-chose, mais les dames chez lesquelles il m'envoie quelquefois allongent de fameux pourboires et sont joliment ficelées. Celles qu'il appelle ses filles, hein? Elles sont une douzaine. Je ne suis jamais allé que chez 2, les mêmes, qui sont venus ici. Voilà madame qui se remue. Elle va faire son sabbat. Faut que j'y aille. Vous voyerez au lait, Christophe. Rapport au chat. Comment, Sylvie? Voilà 10h15 moins, vous m'avez laissé dormir comme une marmotte?
Jamais pareille chose n'est arrivée. C'est le brouillard qui est à couper au couteau. Mais le déjeuner? Bah, vos pensionnaires avaient bien le diable au corps. Ils ont tous décanillé dès le patron Jaquette. Parle donc bien, Sylvie, reprit madame Vauquer. On dit le patron Minette. Ah, madame, je dirai comme vous voudrez. Tant y a que vous pouvez déjeuner à 10 heures. La michonnette et le poireau n'ont pas bougé. Il n'y a qu'eux qui soient dans la maison, et ils dorment comme des souches qui sont. Mais Sylvie, tu les mets tous les deux ensemble comme si... Comme si quoi? Reprit Sylvie en laissant échapper un gros rire bête. Les deux font la paire? C'est singulier, Sylvie. Comment monsieur Vautrin est-il donc rentré cette nuit après que Christophe a eu mis les verrous? Bien au contraire, madame. Il a entendu monsieur Vautrin et est descendu pour lui ouvrir la porte. Et voilà ce que vous avez cru. Donne-moi ma camisole, et va vite voir au déjeuner. Arrange le reste du mouton avec des pommes de terre et donne des poires cuites, de celles qui coûtent 2 liards la pièce. Quelques instants après, madame Vauquer descendit au moment où son chat venait de renverser d'un coup de patte l'assiette qui couvrait le bol de lait et le lapait en toute hâte. Mistigris, s'écria-t-elle. Le chat se sauva, puis revint se frotter à ses jambes. Oui, oui, fais ton capon, vieux lâche, lui dit-elle. Sylvie, Sylvie. Eh bien, quoi, madame? Voyez donc ce qu'a bu le chat. C'est la faute de cet animal de Christophe à qui j'avais dit de mettre le couvert. Où est-il passé? Ne vous inquiétez pas, madame. Ce sera le café du père Goriot. Je mettrai de l'eau dedans, il ne s'en apercevra pas. Il ne fait attention à rien, pas même à ce qu'il mange. Où donc est-il allé, ce Chinois-là? Dit madame Vauquer en plaçant les assiettes. Est-ce qu'on sait? Il fait des trafics des 500 diables. J'ai trop dormi, dit madame Vauquer. Moi aussi. Madame est-elle fraîche comme une rose? À ce moment, la sonnette se fit entendre, et Vautrin entra dans le salon en chantant de sa grosse voix. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Oh oh, bonjour, madame Vauquer, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit galamment dans ses bras. Allons, finissez donc. Dites, impertinent, reprit-il. Allons, dites-le. Voulez-vous bien le dire? Tenez, je vais mettre le couvert avec vous. Ah, je suis gentil, n'est-ce pas? Courtiser la brune et la blonde, aimer, soupirer. Je viens de voir quelque chose de singulier. Au hasard. Quoi? dit la veuve. Le père Goriot était à 8h30 rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de vieux couverts et des galons. Il lui a vendu pour une bonne somme un ustensile de ménage, en vermeil, assez joliment tortillé pour un homme qui n'est pas de la Manique. Bah, vraiment? Oui, je revenais ici après avoir conduit un de mes amis qui s'expatrie par les messageries royales. J'ai attendu le père Goriot pour voir, histoire de rire. Il a remonté dans ce quartier-ci, rue des Grès, où il est entré dans la maison d'un usurier connu, nommé Gobseck, un fier drôle, capable de faire des dominos avec les os de son père. Un juif, un arabe, un grec, un bohémien, un homme qu'on serait bien embarrassé de dévaliser. Il met ses écus à la banque. Qu'est-ce que fait donc ce père Goriot? Il ne fait rien, dit Vautrin, il défait. C'est un imbécile assez bête pour se ruiner à aimer les filles qui... Le voilà, dit Sylvie. Christophe, cria le père Goriot, monte avec moi. Christophe suivit le père Goriot et redescendit bientôt. Où vas-tu? dit madame Vauquer à son domestique. Faire une commission pour monsieur Goriot. Qu'est-ce que c'est que ça? dit Vautrin en arrachant des mains de Christophe une lettre sur laquelle il lut à madame la comtesse Anastasie de Restaud. Et tu vas? reprit-il en tendant la lettre à Christophe. Rue du Helder. J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à madame la comtesse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? dit Vautrin en mettant la lettre au jour. Un billet de banque? Non? Il entr'ouvrit l'enveloppe. Un billet à quitter, s'écria-t-il. Fourche! Il est galant, le Roquentin. Va, vieux lascar, dit-il en coiffant de sa large main Christophe, qu'il fit tourner sur lui-même comme un dé. Tu auras un bon pourboire. Le couvert était mis. Sylvie faisait bouillir le lait. Madame Vauquer allumait le poêle, aidée par Vautrin qui fredonnait toujours. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu de toutes parts. Quand tout fut prêt, madame Couture et mademoiselle Taillefer rentrèrent.